Chroniques inutiles par Sid Vesper. Lu par l'auteur. J'avais rendez-vous l'autre soir avec une vieille amie. On ne s'était peut-être pas vu depuis 5 ans, mais notre lien, quoique peu régulier, ne s'était jamais effiloché avec le temps. Elle s'appelle Vicky, c'est l'héroïne du plus beau film au monde. Millennium Mambo par Wuxiao Xian, sorti en 2001. Un chef-d'œuvre invisible tout juste dénichable sur le net, en streaming basse def ou BitTorrent sur les disques durs oubliés de 2-3 Pékin. Le lien que j'entretiens avec cette œuvre se rapproche de celui d'un meilleur pote, si intime qu'on préférerait le garder pour soi. L'aborder m'est difficile, bien conscient de la trahir et de dilapider à chaque phrase un peu de sa magie, d'atténuer le sortilège qu'elle exerce encore sur moi plus de 20 ans après notre rencontre. Cette chronique est sans spoil. Qu'aurait-il à révéler de toute façon sur un film qui n'a pas de fin? Je me lance. C'est l'histoire de Vicky donc, une jeune femme un peu paumée dans le monde de la nuit à Taipei et qui essaie d'échapper à cette spirale de fêtes, drogue, alcool et surtout à l'emprise de son boyfriend, Ao Ao, un petit délinquant jaloux et possessif. Voilà, vous savez tout. Le reste se ressent, au gré de la centaine de minutes que s'éternise ce joyau. Je l'ai découvert à 16 ou 17 piges. Je le revois encore, dans le cabas, à côté d'Othello d'Orson Welles, en plus de 4 ou 5 autres DVD que j'avais fait acheter à mon père à la Fnac de Vélizy 2. Quel destin étrange m'avait conduit à découvrir cette œuvre si jeune. La faute à David Lynch. Une après-midi, alors que je fouinais dans les archives du CDI de mon lycée, je m'étais heurté à cette couverture ensorcelante. 2 femmes sublimes échangeant un baiser langoureux. C'était le numéro 562 des Cahiers du cinéma, lequel consacrait tout un dossier à Mulholland Drive. J'étais alors obsédé par ce film que je ne parvenais à voir, le streaming n'existant pas encore et le DVD introuvable. Je relisais donc inlassablement l'article et un truc avait fini par attirer mon attention. Un autre film, taïwanais semble-t-il, que le journaliste mettait en parallèle. C'est peut-être l'ironie du sort qui voulut que je le découvre avant. Pour saisir le lien ténu unissant ces 2 œuvres a priori sans rapport, il faut se pencher sur leur narration déconstruite, où rien n'est moins sûr que la chronologie exacte de chaque scène. Le fil conducteur de Millennium Mambo est cette voix off mystérieuse, celle de l'héroïne peut-être, qui nous avertit d'entrée que l'histoire prend place en 2001, mais qu'elle nous parle 10 ans plus tard. Que s'est-il passé entre-temps? Vicky a-t-elle échappé à son petit ami Ao Ao? Tout cela sera laissé à l'interprétation du spectateur, parce que le film est un montage de scènes interchangeables, procédé annulant tout effet de dramaturgie traditionnelle. Lorsque la jeune femme quitte au beau milieu du film Ao Ao, on ne s'imagine pas pour autant qu'elle soit tirée d'affaire. Il ne pourrait s'agir que d'une de ces nombreuses tergiversations dont la voix off nous a prévenus.
Il se crée une bulle temporelle, un effet de surplace qui reflète sa relation toxico-claustrophobique avec son mec. Millennium Mambo ne comporte d'ailleurs presque aucune scène d'extérieur ou de jour, la majorité du film se déroulant de nuit, dans des bars ou clubs que la longue focale étrécit en un décor unique, interconnecté, et dans lequel notre héroïne évolue comme un poisson rare dans son aquarium, entrecoupé de longs plans séquences de son appart qui ne semblent en être qu'une annexe, le film nous y faisant pénétrer sans transition, la musique intradiégétique de la fête débordant en un long fondu enchaîné, comme si Vicky, pour passer du dance floor à sa chambre, se contentait de changer de pièce, se télescopant à l'infini dans ce monde de fêtes, de drogue et d'alcool qu'elle cherche à fuir, mais qui la ramène sans cesse au point de départ. Vous pourriez le voir 100 fois et n'y rien comprendre un peu plus à chaque visio. Le film se paye le luxe d'être d'une lenteur aérienne, formant un écrin autour de 4 ou 5 moments de grâce. Des scènes surpassant tout ce que le cinéma peut nous offrir, illuminées par le génial Mark Lipping-Bean, à qui l'on doit aussi In the Mood for Love. Je veux rien savoir. Son plan séquence d'ouverture est ce que le cinéma nous a offert de plus beau en un siècle de cabotinage. Arborant des raccords plein axe pour marquer l'ellipse, le film se détache de toute bienséance, mais contrairement à d'autres chefs-d'œuvre de beauté tels que ceux de Wong Kar-wai, Paul Thomas Anderson, Kubrick et j'en passe, Millennium Mambo possède une singularité, celle de se foutre que vous l'aimiez ou non. C'est une leçon à Lanthimos, Mandico, Eggers et tous ces esthètes d'école de pub. Millennium Mambo nous renvoie à l'éphémère, nous rappelle ces brefs instants de nos vies où l'on s'est demandé « Qu'est-ce que je foutrais dans 10 ans ?» Et bam, nous y sommes, en un simple baiser, entre deux bites technoïdes. En 2024, alors que je visitais Hokkaido, l'île nord du Japon, j'ai repensé au film après avoir rencontré une femme dans un bar, la trentaine, divorcée, 2 enfants. Elle m'a fait penser à Vicky, à celle qu'elle aurait pu devenir 10 ans après. Et je me suis souvenu qu'à un moment de l'histoire, après avoir fui une fois encore son boyfriend, elle se rendait elle-même à Hokkaido, au cours d'une parenthèse sublime qu'on aimerait être sa conclusion, dans un village dont j'avais oublié le nom. N'ayant pas le film sous la main, je téléphonai à un ami pour qu'il le vérifie à ma place. Il s'agissait de Yubari, situé à une 60aine de kilomètres de Sapporo. Je me rendis à la gare routière où le guichetier, surpris que je souhaite m'y rendre, me glissa que le bled s'était vidé de ses habitants après que la mine de charbon eut fermé, et que le petit festival de cinoche qu'ils avaient tenté de mettre en place, et que l'on voit d'ailleurs dans le film, n'eût pas trouvé son public. Le village était désormais presque à l'abandon et, hormis les amateurs d'urbex, plus personne ne le visitait. Ça me rendit triste, comme si le film, datant pourtant de 2001, m'avait dépassé. La japonaise et moi finîmes le saké dans une chambre d'hôtel et, m'efforçant de collecter mes souvenirs, je repensais à cette scène très brève, sublimement anecdotique, où Vicky plonge son visage dans la neige comme pour laisser une trace de son passage, éphémère, invisible, à l'image du film, une ode à la jeunesse, à la beauté du diable qui nous anime sur un intervalle démesurément court. Cela me ficha le bourdon. Puis, elle se mit à rire, d'un beau rire cristallin, m'avouant qu'elle devait retrouver ses enfants. Dehors, par la fenêtre, il faisait nuit. Les flocons tombaient, et je me suis souvenu d'un truc qu'un ami tokyoïte m'avait raconté, comme quoi, dans certaines régions d'Hokkaido, la neige ne fond jamais. Et j'ai songé que peut-être quelque part, en ces terres perdues, subsistait la jeunesse fugace de ma bonne copine Vicky.
Si le destin vous amène un jour de ce côté-là du monde et qu'au fil d'une errance vous tombez sur son empreinte, faites-moi plaisir et contemplez-la, juste un instant, de ma part.